bienvenue à la Web Actu d'Externa, donc avec Nathalie Pezzetti, donc du cabinet Anticipay, qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, Nathalie va nous présenter les dernières actualités, tant attendues, de la loi de finances. Nous accueillons également ce matin Nous, qui est une agence conseil en ressources humaines, avec Maya Douan et Audrey Maquin, qui feront un focus sur le sujet des entretiens annuels et professionnels. Vous pourrez poser vos questions dans le chat, comme d'habitude, et auxquelles Nathalie répondra, voilà, en fonction du temps restant, à la fin de la Web Actu. Voilà, ceux qui ont des caméras, vous pourrez les éteindre vos webcams. Et je termine et je te laisse la parole, Nathalie. Le monde. Alors attendez, c'est pas vrai, hein, je suis pas dans la forêt. Mais en fait, on est au milieu du printemps. Bonjour à tous. Alors, il y en a que je connais, j'ai déjà vu dans le chat des gens qui me disent bonjour Nathalie. Bon, mais ravi à ce que je connais et bonjour à tous ceux que je connais pas. J'espère que ça va bien se passer. Vous êtes motivés. Je vais démarrer assez vite. Alors en effet, il y a la loi de finances et il y a la loi de financement de la Sécu. Oui, oui. Oui, on est le 20 mars, hein. Oui, c'est normal. Normal. Il y a eu un petit problème au démarrage, en fait. Mais pas au démarrage de notre web actuel, au démarrage de la loi de financement de la Sécu. Voilà. Donc, on va démarrer, nous, par contre, à peu près à l'heure, sous le signe du printemps. Pour ceux qui avaient vu le teaser, vous avez vu que on m'avait mis dans des champs de fleurs, donc j'ai essayé de faire pareil, hein. Euh, et sous le signe de la journée du mondial du bonheur. Il paraît. Nous, c'est tout le temps, donc voilà. Alors, j'attaque direct sur des sujets. Alors, les martiens parlent aux martiens, hein, donc je pars du principe que tout le monde est prêt psychologiquement. Euh, Concernant les changements au titre de la loi de financement de la sécurité sociale, j'essaie de vous noter les références chaque fois des textes dont on parle parce que c'est un peu du vrac, parce que j'essaie de faire plutôt par thème que par texte. Les cotisations maladie, allocations familiales, il y a eu un abaissement des seuils d'exonération. Alors juste, je rappelle de quoi il s'agit. Je sais que vous savez, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais si vous ne savez pas. Donc, cotisation maladie, allocation familiale, cotisation patronale, versée à la sécurité sociale. Les taux, hop là, pardon, je vais trop vite. Les taux sont, cela il ne change pas, de 13% normalement pour la maladie, et de 5,25 pour la famille. Vous allez me dire, c'est bizarre, je ne vois jamais trop ça sur mes bulletins. Alors sur vos bulletins, j'en sais rien. C'est bien dommage si vous ne les voyez pas, parce que si le taux qui est appliqué est de 13, ça veut dire que votre salaire est supérieur à 2,5 fois le SMIC. Alors on va revenir sur cette notion de SMIC parce que aujourd'hui, les textes tels qu'ils étaient applicables, c'était le SMIC en vigueur en 2023. Celui au 31 décembre 2023, c'est-à-dire 11,52 €. Oui, non, mais je sais, on est en 2025, hein, mais le SMIC qui était applicable, en tout cas, sur les taux de cotisation 2024, c'était encore un SMIC 2023. Donc, le taux normal est de 13 et il est abaissé à 7, c'est-à-dire on enlève 6 points à ce taux lorsque le salaire est inférieur à ce seuil. Oui, alors je sais que nous, on raisonne à l'envers, hein. On dit que le taux normal est à 7 et qu'il est majoré de 6 points pour arriver à 13 quand le salaire est supérieur à 2,5. Oui, donc je sais. Mais normalement, c'est plutôt une réduction de cotisation patronale, cette affaire de 13 ramenée à 7. Et c'est pareil pour les cotisations d'allocation familiale. Le taux normal est de 5,25. Tout le monde, sur tous les salariés, l'employeur devrait payer 5,25. Or, il paie bien souvent un taux de 3,45 grâce à une réduction de cotisation de 1,8 points lorsqu'en tout cas, les salaires sont inférieurs à 3,5 SMIC. Et là, toujours pareil, hein, le SMIC en vigueur, c'est un SMIC 2023. Alors bon, le schéma est ce qu'il est. Vous avez le montant du SMIC sur les schémas, et donc, on va y revenir d'ailleurs sur ce schéma. Je n'ai pas fait des schémas juste pour me faire plaisir, c'est parce que ça a un intérêt que vous compreniez l'impact de l'abaissement des seuils. Voilà. Alors, l'abaissement des seuils, il est quoi? Le taux de 13, on a dit qu'il se déclenchait aujourd'hui à 2,5 SMIC. En deçà, on paie 7%, au-delà, on paie 13. Le seuil vient d'être abaissé à 2,25. Pour la maladie, c'était 3,5, ça passe à 3,3. La question,
Quel SMIC? Eh bien, on n'a pas de réponse. Voilà. C'est-à-dire que pour 2024, on avait un seuil avec un SMIC calculé sur la base du SMIC 2023. Et bien là, on attend le décret d'application. Ben, voilà. Donc, on ne sait pas. Pardon, je suis désolée. On ne sait pas si le SMIC à prendre en compte sera le SMIC 2025 ou le SMIC toujours le même, figé au 31 décembre 2023. Il semblerait qu'on s'oriente sur du SMIC 2025. Mais bon, on en reparlera, ça n'a rien à voir, mais on en reparlera de la réduction générale des cotisations patronales. On a le même souci. Bon. L'impact, parce que quand même, l'impact, c'est quoi? Ben en fait, c'est tout ou rien. Soit le salarié a un salaire inférieur au seuil, donc qui était de 2,5 et qui passe à 2,25 par exemple, et vous cotisez sur 7%, soit le salarié a un salaire égal ou supérieur, même de 1 euro, à 2,5, à 2,25 pardon, maintenant SMIC, et vous cotisez à 13. Donc pour un salarié qui est à 4300, qui passe à 4600, vous croyez que vous l'avez augmenté de 300 euros, vous l'avez augmenté de 300 euros, sauf que les cotisations ne vont pas suivre dans les mêmes proportions. 300 euros d'augmentation, ok, mais le taux que vous appliquiez, qui était de 7, est un taux désormais de 13, ce qui fait que les cotisations patronales n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Vous n'augmentez pas de 7%, 300 euros, en fait. Donc, je la reschéma. Si vous avez un salarié à 4003, le taux applicable sur les 4300, c'est 7%. Si vous avez un salarié à 4006, le taux applicable sur les 4006 à compter du 1er euro, ça va être 13%. C'est pas une histoire de tranche. C'est pas juste le dépassement qui est soumis à 13. C'est la totalité du salaire à compter du 1er euro. Et donc, dès lors que vous diminuez le seuil de déclenchement, bien sûr, vous avez un effet ou rien avec un seuil plus bas. Vous avez compris, ça ne va pas dans le bon sens. Mais bon. Donc, ça, c'était le premier point pour ce qui concerne l'abaissement du seuil. Voilà. Donc, en effet, on est toujours en attente, alors à moins que ce soit passé cette nuit, mais en général, je veille même la nuit. On est toujours en attente de quel SMIC doit-on prendre en compte. Hein. Donc, voilà. Je suis désolée. Pour la réduction générale de cotisation, allez, on va appeler ça la réduction Fillon, puisqu'on appelle tout ça comme ça. Alors là, gros changement quand même. Hein. Alors, le changement, c'est pas tellement le paramètre T, même si celui va changer en cours d'année. Vous savez, le paramètre T, celui qui est à 0,32, 34 hein, et 0,32, 0,31, 94 selon l'effectif de votre entreprise, ce paramètre-là va nécessairement bouger en cours d'année 2025 puisque la cotisation chômage va diminuer de 0,05 points. Et dans le paramètre T, vous le savez, c'est la somme des cotisations patronales en gros. Hein, somme des cotises patronales de sécurité sociale, d'assurance chômage, de retraite complémentaire. Et puis après, le FNAL, voilà. Donc, la cotisation chômage étant incluse dans le paramètre T, si elle diminue, ben, le paramètre T diminue, normal. On ne va pas vous rembourser des cotisations que vous ne payez pas. Pour ce qui concerne le taux AT, il y a eu là aussi un problème au démarrage. Hein. On devait l'avoir au 1er avril. Alors déjà, c'était pas de bonheur, mais alors là, maintenant, on semblerait qu'on l'ait au 1er mai. J'allais presque dire tant mieux, parce que comme ça, on change le paramètre T tout à la même date. Bon. Donc, pour l'instant, on n'a pas le nouveau paramètre T pour l'année 2025. Voilà, on attend effectivement le taux AT de référence pour le coefficient. Le SMIC, là-haut au numérateur, vous savez, on compare le salaire du salarié à un SMIC. Le SMIC, la loi de financement de la sécurité sociale, jusqu'à présent en tout cas, le SMIC était pris en fonction d'un SMIC. Alors, pardon, je reprends. La loi de financement d'un SMIC, pardon, je reprends. Hein, j'efface, je reprends. Le SMIC qui était pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisation, c'était le SMIC en vigueur à la date à laquelle vous calculiez la réduction. Genre, vous calculez la réduction sur l'année 2025 si le SMIC ne change pas, vous prenez le SMIC 2025. Genre, si dans l'année le SMIC évolue, c'est ce qui s'est passé sur certaines années, vous aviez plusieurs niveaux de SMIC à prendre en compte selon les périodes de l'année. Par exemple, si le SMIC avait évolué au 1er mai, vous preniez 4 mois de SMIC en vigueur du 1er janvier au 30 avril, et ensuite 8 mois de SMIC pour le SMIC en vigueur à partir du 1er mai. Bon, ça c'était avant. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, la loi de financement de la sécurité sociale
va, par décret, déterminer le SMIC de référence à prendre en compte. Alors, on nous explique qu'il doit être compris, qu'il sera compris entre le SMIC en vigueur. D'ailleurs, j'ai fait une coquille. Il doit être compris entre le SMIC en vigueur et 1,6 SMIC. Oui, le SMIC, ça sera soit le SMIC 2024, soit le SMIC 2025. Oui, lol, j'espère que ça ne sera pas le SMIC 2024 quand même, hein. Donc, a priori, là aussi, on s'oriente vers un SMIC 2025, mais pour toute l'année. Ce qui veut dire que si dans l'année le SMIC augmente, votre niveau de salaire de comparaison, votre référence au numérateur, elle ne va pas bouger. Bon, je vais prendre un exemple simple. Imaginons un salarié au SMIC. Quand le salarié au SMIC augmente parce qu'il est au SMIC, lui, le salaire au dénominateur, ben, il augmente, mais le numérateur aussi. Ha! Sauf si la loi de financement de la Sécu, elle a dit, pof, on gèle. Votre salarié au SMIC, il augmente, ça c'est au dénominateur, et au numérateur, ben, votre SMIC, il ne bouge pas. Résultat, votre SMIC, votre salarié, celui en bas, ben, au dénominateur en tout cas, eh bien, il est un peu plus haut, et donc votre réduction de cotisation, elle est un peu plus basse. Voilà. Donc là aussi, on attend quel SMIC? Il semblerait que ce soit le SMIC 2025 quand même, hein. Le SMIC 2025, mais pour toute l'année 2025. Voilà. Donc, mauvaise nouvelle un peu pour les salariés au SMIC, pour lesquels vous aviez l'habitude d'avoir des coefficients maximum. Et donc j'arrive effectivement à la fameuse question du coefficient qui ne risque plus d'être maximum, même pour les salariés au SMIC. Pourquoi? À cause de ça. Hop, vous voyez, avant, après, paf, en haut là-haut. C'est la PPV. En fait, la PPV, elle rentre maintenant dans le calcul de la réduction générale. Donc, lorsque vous versez des primes de partage de la valeur, pardon, je sais pas ce que j'ai fait. Lorsque vous versez des primes de partage de la valeur, vous devez les intégrer, que vous les versiez ou que le salarié décide de les placer sur le plan. On va y revenir, hein. Vous devez les intégrer dans le salaire que le salarié a perçu pour calculer le montant de la réduction générale de cotisation. Oui, non, j'ai pas déliré, hein. C'est-à-dire que c'est bien un élément de salaire qui n'est pas dans le salaire brut, qui va pourtant devoir être pris en compte dans un salaire à comparer euh, à un SMIC, alors que d'habitude, on prenait les salaires soumis à cotisation, hein. Donc, c'est une somme qui n'aura pas supporté les cotisations, la prime de partage de la valeur, qui va pourtant être ajoutée au salaire perçu, même si elle n'est pas perçue, dans le salaire du salarié là que vous allez prendre en compte. Je vais faire un exemple simple. Tout le monde sait que pour un salarié au SMIC, le coefficient de la réduction générale, jusqu'à présent en tout cas, compte tenu du fait qu'il évoluait en même temps que le SMIC, hein, son truc, était au maximum. Pour faire court, pour un salarié au SMIC, vous aviez un coefficient pour une entreprise de plus de 50 salariés, 0,3234 fois le salaire du salarié. Avec l'intégration de la prime de partage de la valeur, imaginons 1 000 euros sur 2025, en prenant l'hypothèse que le SMIC en vigueur, ce sera 11,88 € toute l'année, alors, et que le SMIC ne bougera pas, hein, pour un salarié au SMIC qui va percevoir donc le SMIC 2025 plus 1 000 euros de prime de partage de la valeur, vous allez donc comparer son salaire avec la prime de partage de la valeur à 151,67 fois 12 mois, 1820 heures, fois le SMIC, fois un 6, etc., etc. Vous passez ça à la moulinette de la formule et vous obtenez un coef qui n'est plus du tout de 0,3234, qui est de 0,2853. Alors combien ça fait? 0,2853 fois, je vais juste faire une remarque sur ça, fois 22 621,60 €, qui est le salaire SMIC plus 1 000 euros de PPV, vous obtenez une réduction annuelle, hein. C'est pas mensuel, ne vous emballez pas. Une réduction annuelle de 6 453,94 €. Bon, on va dire ok, oui, sauf qu'avant, vous auriez eu 6 992,43 € de réduction si vous n'aviez pas intégré la PPV. Alors, ce truc-là, pour ceux qui me suivent un peu sur Link et compagnie, j'ai fait des commentaires, hein. J'avais fait un post d'ailleurs que je me suis corrigé aussitôt, parce que, juste une remarque, hein, à mon sens, c'est assez illogique, mais plutôt positif pour les entreprises, mais assez illogique, hein, de prendre le salaire avec la prime de partage de la valeur et de l'appliquer au coefficient diminué. Pourquoi? Parce que ce montant-là est composé d'un salaire qui aura supporté les cotisations patronales, mais aussi d'une somme, 1 000 € dans mon exemple, qui n'aura pas supporté les cotisations patronales. Or, vous le savez tous, lorsqu'on
applique un coefficient d'allègement à un salaire, on est en train de rembourser indirectement des cotisations à l'employeur. Alors je le dis doucement, mais en réalité, on est en train de rembourser des cotisations sur une somme qui n'en a pas supporté. Bien. Parenthèse fermée, donc c'était dans ce cadre-là que j'avais fait un post qui a eu un succès dingue, jusqu'au moment où je m'aperçois, pardon, que dans le boss, que dans la loi de financement de la Sécu, il était déjà prévu que l'on multiplie par le salaire augmenté de la PPV. J'allais dire tant mieux. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale nous l'a confirmé, donc je me suis flagellée parce que j'ai dit une bêtise. Cela dit, le raisonnement, je le maintiens. Mais, donc c'est bien. Le salaire avec la PPV pour le calcul du COEF et ce COEF plus petit que ce qu'il aurait été, multiplié par le salaire avec la PPV que vous devez prendre en compte pour calculer la nouvelle réduction générale de cotisation patronale. Vous avez donc, je ne l'ai pas mis en évidence, mais on va le voir dans un petit schéma. Aujourd'hui, je suis très schéma, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez donc, un montant d'allègement qui aurait été de 6 992. Alors, évidemment, j'ai pris l'ancien COEF avec le salaire, ça la PPV. Hein. Oui, parce qu'on n'allait pas appliquer la PPV sur un salaire. On n'allait pas mettre la PPV dans le COEF. Hein. Bon, bref. Donc, vous aviez un allègement qui était calculé avec le salaire sans PPV. Le COEF obtenu, vous le multipliez par le salaire, sans PPV, normal. À aujourd'hui, un COEF qui est obtenu avec le salaire avec PPV et le COEF que vous obtenez, vous le multipliez par le salaire avec PPV. Et bien malgré ça, vous perdez 540 € de cotisation, de réduction de cotisation. Autrement dit, votre PPV, pardon, là aussi je le dis doucement, mais elle ne vous a pas coûté 1 000 €. Hein. Elle vous a coûté 1 538,49 €. Et le pire dans l'histoire, c'est ça. C'est que plus le salaire du salarié est bas, plus la prime de partage de la valeur va coûter cher. Parce que c'est les salariés qui ont les salaires le plus bas qui vont bénéficier à plein régime, enfin en tout cas les employeurs. C'est pour les salariés qui ont les salaires les plus bas que la réduction générale tourne à plein régime. Bon, alors c'est dans le sens de l'histoire, hein, puisque évidemment ils ont pour 2026 d'ailleurs une réforme prévue des réductions générales dont on n'a pas encore tout à fait les contours. L'idée étant d'éviter la trappe à bas salaire, comme ça avait été énoncé par l'ancien Premier ministre. Un des anciens premiers ministres. Donc effectivement, juste une remarque, hein, vous voyez beaucoup de commentaires sur ça. Effectivement, on est tous un peu tombés de la chaise. Voilà comment ça fonctionne. J'espère être assez claire. Je sais pas, pardon pour tous les chiffres. Hein. C'est pour ça que je me suis mise au schéma. Hein. Je me dis que peut-être c'est plus digeste. Je sais pas. Précision, on l'a dit. La prime de partage de la valeur que vous mettez au dénominateur, c'est non seulement celle qui est versée, mais aussi celle que le salarié a décidé d'épargner. Et oui, c'est nouveau. Les salariés peuvent épargner la PPV depuis l'année dernière. Ils peuvent la mettre sur un PE. Juste une remarque, hein, si c'est le cas, prenez bien soin de faire un avenant à votre plan épargne, puisqu'il faut que le plan épargne prévoit les sommes qu'il alimente. Et donc, si le salarié a la possibilité de mettre la PPV dans le plan épargne, eh bien, il faut le prévoir au plan, puisque le plan, c'est un accord. C'est pas un truc qui est open bar. En fait, il faut tout réglementer dans le plan et dans l'accord du plan. Deuxièmement, tolérance du bulletin officiel de la Sécu. Les salariés qui seraient sortis avant le 1er mars, c'est-à-dire avant la date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécu, qui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, a été publiée le 28 février dans la soirée. Oui, j'étais en train de prendre l'apéritif pour tout vous dire. Quand tout à coup, j'ai une notification. On avait déjà eu un journal officiel le matin, le 28 février, et nous avons eu un deuxième journal officiel le 28 février avec la loi de financement de la Sécu pour qu'elle puisse entrer en vigueur le lendemain. Sinon, pour certains dispositifs, on se prenait un mois dans la vue. Et donc, c'était pas possible. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale, donc avec effet au lendemain de la publication JO, donc 1er mars au matin, prévoit que, comme vous ne pouviez pas le savoir, les PPV qui auraient été versés en début d'année ne vont pas entrer dans le calcul de la réduction générale pour les salariés pour lesquels vous avez déjà fait les soldes de tout compte. Donc, bonne nouvelle, tolérance. Alors, pardon, c'est pas la loi de financement qui le prévoit, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui le précise. Et enfin, malgré ce que parfois on peut lire ou entendre, voilà, non, hein, c'est la limite
la limite dont on a parlé tout à l'heure, le SMIC, famille, allocation familiale, et le SMIC maladie, donc le 2, 25 et le 3, 3, eux là, il n'y a pas la PPV dedans, hein. Faut pas tout mélanger. Faut faire des développements au logiciel de paye, hein. Comme ça, ils n'utilisent pas la même rubrique, hein, sinon c'est trop rigolo. Donc, le SMIC, qu'on va appeler le SMIC Fillon, il y a la PPV, qu'elle soit perçue ou épargnée. Pour le SMIC famille et maladie, il n'y a pas la PPV, hein. Pas de confusion, hein. Donc, tout n'est pas perdu, hein. Voilà, en fait. Ça, c'était pour les cotisations patronales. Maladie, famille, réduction générale de cotisation. Les apprentis. Les apprentis. Alors, les apprentis, c'est pas la loi de financement de la Sécu, je vous avais prévenu, hein. C'est pas tout dans le même texte, hein. C'est un décret qui est paru le 22 février 2025, enfin, donc, qui a été signé le 22 février 2025, paru au JO du 23 et donc, hein, de nouveau, applicable au 24. Alors, les apprentis, il y a déjà deux questions. Les aides à l'embauche, la prise en charge par les OPCO et enfin, c'est déjà deux questions en une. C'est ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'apprentissage. Et ensuite, il y a les cotisations. On va passer assez vite sur la première question qui est surtout qu'on n'a toujours pas l'info là non plus. L'employeur va devoir avoir, à partir du bac+3, pour un apprenti à partir du bac+3, une participation obligatoire à la prise en charge du contrat d'apprentissage. En gros, l'OPCO ne va pas rembourser 100% des frais pédagogiques. Voilà. Pour les apprentis que vous prenez à partir du bac+3. On n'a pas le montant pour l'instant, le montant qui va être prévu, à voir d'ailleurs si c'est décidé par OPCO, etc. Bon. Ensuite, les aides. J'essaie de faire un schéma. Il y a deux types d'aides. Ne confondons pas tout parce qu'alors là, il n'y a pas mieux pour se mélanger les pinceaux. Pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embaucheraient un apprenti dont le niveau de titre préparé ou de diplôme est inférieur au bac. L'aide était de 6 000 euros. Cette aide existe encore, sauf qu'elle est passée à 5 000 euros à compter du 24 février 2025. Donc, je fais simple. Vous avez 10 salariés, vous embauchez un apprenti en CAP, vous aviez une aide de 6 000 euros si le contrat a été conclu, par exemple, le 15 février 2025, pourquoi pas. Vous aurez une aide de 5 000 euros si le contrat est conclu le 1er mars 2025. Et ça, c'est à la condition d'être moins de 250 salariés et que l'apprenti prépare un diplôme infra-bac. Ensuite, la fameuse aide exceptionnelle, dont on parle peut-être un peu plus. C'est pour tout type de titre diplôme préparé, en tout cas jusqu'au bac+5. C'est une aide exceptionnelle qui était de 6 000 euros, qui s'est arrêtée au 31 décembre 2024 puisqu'elle était exceptionnelle, et on attendait qu'elle soit renouvelée. Elle l'a été, et là, il y a deux niveaux. Elle a été renouvelée, mais abaissée. 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais pour les contrats conclus à compter du 24 février. Autrement dit, si vous avez pris un apprenti entre le 1er janvier et le 23 février 2025, que dalle. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'aide est abaissée considérablement. Elle est passée de 6 000 euros à 2 000. Et là, pareil. 1er janvier, 23 février, rien. À partir du 24 février, 2 000 euros au lieu de 6 000. Et encore sous condition de quota d'alternant. Cette condition avait, souvenez-vous, été supprimée pour les aides exceptionnelles l'année dernière. L'exception et l'aide restent à 6 000 euros lorsque l'apprenti est en situation de handicap. Voilà. Donc ça, ok, je passe vite. Pour m'appesantir un peu plus sur un dispositif qui concerne les apprentis, mais qui là est dans la loi de financement de la Sécu, pardon pour les allers-retours, hein, et c'est à cause un peu de ça que la loi a été parue le 28 février au soir, hein, pour avoir une application au 1er mars. Donc, les apprentis, alors je vais essayer de rafraîchir la mémoire à tout le monde, mais je suis sûre que c'est clair. Un apprenti, jusqu'à maintenant, cotisait, lui, l'apprenti, uniquement si son salaire dépassait 79% du SMIC, ce qui était quand même relativement rare. Donc, lorsque le salarié apprenti de son état avait un salaire qui ne dépassait pas 79% du SMIC, pas de cotise, pas de CSG. Le brut égale le net, hormis les prévoyances et parfois les complémentaires santé, ce qui était quand même rare aussi, puisqu'il est souvent couvert à titre d'ayant droit. Bon. Ces seuils-là, ce seuil de 79% du SMIC est abaissé à 50%, ce qui va être bien moins rare.
Donc, des apprentis qui gagnent plus de 50% du SMIC, il y en a pas mal, même dans la grille classique. Deuxième année d'apprentissage, plus de 18 ans de mémoire, on est déjà au-delà. Bon. Donc, vous avez cette première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que les apprentis étaient totalement exonérés de CSG-CRDS sur le salaire. Alors, ils payaient la CSG sur l'intéressement, mais ils ne payaient pas la CSG sur le salaire. Aujourd'hui, ça va être cotisation et CSG pour la part de salaire qui va dépasser 50% du SMIC. Alors, le salaire de l'apprenti va être assujetti à la CSG avec l'abattement de 1,75 sur les revenus d'activité, bien sûr. Mais voilà, question. Je n'ai pas la réponse, hein, parce qu'on n'a pas la réponse. Est-ce que la part patronale de prévoyance va rentrer dans le calcul du 50%? Oui, est-ce que déjà la part patronale de prévoyance va rentrer dans l'assiette de CSG? A priori, je pense que oui. Mais est-ce que cette part patronale de prévoyance va être prise en compte pour le déclenchement du seuil? Est-ce que c'est que le salaire ou est-ce que c'est le salaire augmenté de la part patronale de prévoyance qui va déterminer le seuil de déclenchement? Deuxièmement, est-ce que cette CSG va être déductible? Déductible de quoi? LOL! Un apprenti non imposable, en tout cas jusqu'au SMIC annuel. Enfin, je veux dire, si la somme de ses salaires ne dépasse pas un SMIC annuel, il est toujours non imposable. Bon, enfin, en gros, il est toujours non imposable. Donc, comment rendre une CSG déductible sur une somme non imposable? Vous avez 4 heures. Hein. Donc, là, voilà, ok, on n'a pas de réponse. Donc, à partir de quand cette affaire entre en vigueur? 1er mars. Alors, là aussi, pour ceux qui... Pardon, hein, mais si vous écoutez les potins de la paix, vous avez sans doute entendu cette expression. En gros, dans une entreprise, vous avez 2 apprentis. Un qui est là et qui a 21 ans et qui a signé son contrat en septembre 2024, et l'autre qui est dans la même classe, qui a 21 ans, mais qui est arrivé chez vous par le tard parce qu'il était parti de la première entreprise et qui est arrivé le 1er mars. On est tous dans le même avion, on va tous au même endroit, on ne paye pas tous le même prix du billet. Voilà. Eh bien, c'est ça. C'est que les contrats d'apprentissage auxquels ça va s'appliquer, c'est ceux à compter, se concluent à compter du 1er mars. Donc, même apprenti, enfin, même apprenti, non, lui, en soi, sauf s'il change d'entreprise, il n'y a pas de chance, hein, mais dans la même entreprise, pour le même niveau, avec le même âge, vous pouvez avoir 2 niveaux de salaire net différents. Alors, on va y venir justement au salaire net. On va y venir au salaire net. En gros, hein, je vous ai fait 2 exemples. Hein. L'apprenti à 61% du SMIC. Avant, pas de cotise, pas de CSG. Pourquoi? Parce que le seuil de déclenchement, c'était 79%. Aujourd'hui, il paie des cotises sur le dépassement, cotise donc de retraite, hein, sécu et retraite complémentaire. Il paie de la CSG sur le dépassement. J'ai pas mis de prévoyance. Hein. Et donc, il a à peu près 4% de salaire net en moins. Celui qui est au SMIC, avant, il payait déjà un peu de cotise. Pourquoi? Parce qu'il dépassait 79%. Aujourd'hui, il en paie sur le dépassement au-delà de 50. Il paie aussi de la CSG alors qu'il n'en payait pas. Hein, une exonération. Et là, lui, quand même, c'est chaud et marron. Quoi. Il perd 8% de salaire net. Hein. Enfin, pardon hein, pour l'expression. Mais, voilà. Donc, effectivement, voilà. Ça, c'est 1er mars. Hein. C'est pour les contrats qui sont signés à compter du 1er mars. Voilà, j'espère que je n'ai pas assommé tout le monde. Je sais pas, mais on verra les questions complètement à la fin, oui, parce que je vais laisser un truc un peu plus fun quand même. Hein. Je vais laisser Audrey et Maya vous parler de trucs un peu plus fun. Audrey, Maya, à vous, sauvez-nous. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci à Nathalie et à l'équipe d'Externa pour cette opportunité, pour votre accueil et votre gentillesse. Je suis Maya Douan, responsable développement chez nous, Ounous. Voilà, à votre guise. Nous est une agence de conseil RH et formation depuis plus de 20 ans. Elle compte à aujourd'hui 285 collaborateurs. Nous sommes sur 5 sites, dont le siège social qui est à Toulouse. Nous avons plusieurs pôles d'expertise et on peut voilà, faire une petite rapide résumé sur nos activités où nous avons 3 orientations. La première orientation qui est l'ingénierie, RH et ingénierie de formation, l'externalisation et un pôle solutions digitales.
L'idée, c'est qu'à aujourd'hui, je vais zoomer spécifiquement sur notre activité réservée aux TPE, PME et ETI, avec déjà plus de 500 dirigeants accompagnés, donc dans l'atteinte de leur objectif en termes de performance sociale. Notre gros plus, c'est que nous aidons euh, les dirigeants à identifier et à mobiliser les dispositifs de financement, finalement pour faciliter cette mise en œuvre, la mise en œuvre de vos projets RH. Nous travaillons ensemble et nous parlons donc de posture managériale, de politique RSE, conformité réglementaire, de marque employeur et aussi de gestion des compétences. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui parce que l'un des principaux objectifs du dirigeant, c'est de savoir comment gérer l'humain, autrement dit ses collaborateurs, avec qui ils travaillent quotidiennement pour qu'ils se sentent bien dans leur poste, à leur juste place et donc performants. Et à ce propos, donc, je vous présente Audrey, consultante RH, qui parle souvent de gestion des compétences avec ses clients. Donc, je vous en dis pas plus et je laisse la place à l'experte. Bonjour à tous, merci Maya. Comme elle le disait, je suis consultante RH, je fais de l'accompagnement du dirigeant depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, je voulais lever le voile sur les entretiens qu'on font régulièrement. Ceux qui ont vu le teasing ont pu nous voir avec nos talents d'actrice sur l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Donc stop à la confusion. C'est parti. Je vous propose en introduction rapidement de vous mettre deux petits nuages de mots pour que vous me disiez, pour vous, l'entretien professionnel, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à répondre. Normalement, vous voyez la petite application se lancer. N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous voyez s'afficher? Ah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Donc, pour certains, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des avis? On parle d'objectifs. C'est tous les 2 ans. Sur les tâches, obligations légales. Un point sur la carrière. OK. Et on parle beaucoup de formation, ce qui revient. OK. En effet, on a du vrai, du moins vrai. Il y a formation qui revient beaucoup. Et c'est important, oui, on va parler d'évolution. OK, et du salarié, ça marche. Alors ça, c'était pour l'entretien pro. Je clôture. Et maintenant, l'entretien annuel. Est-ce que vous faites la différence? C'est quoi pour vous l'entretien annuel? Donc là, on parle que du salarié, c'est pas obligatoire. Oui, un temps privilégié. Et les objectifs. Point sur les objectifs. Facultatif mais conseillé, exactement. Ok, plutôt un point bilan. Bon, il y a du vrai aussi, il y a beaucoup de vrai, mais je vous invite à continuer. Je vais éclairer tout ça. Donc en effet, l'entretien annuel, entretien individuel ou entretien annuel d'évaluation, c'est le moyen pour le manager ou pour le dirigeant d'évaluer la performance de son salarié, de fixer les objectifs et de revenir sur l'année un peu passée. L'entretien professionnel ou EP, c'est plutôt une projection de l'évolution du salarié. On va parler d'évolution, de carrière, de formation, etc. On confond souvent les deux. On utilise souvent l'entretien pro pour parler performance, alors que ce n'est pas du tout son but et on va bien définir qui joue quel rôle. Alors, je vous mets un petit récap de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. En tout cas, à gauche, vous avez l'entretien annuel d'évaluation, à droite, l'entretien professionnel et vous avez toutes les clés là pour faire bien la différence et savoir ce que vous allez aborder dans ces moments-là. Que vous soyez manager, ou que vous soyez simple collaborateur et que vous ayez envie de préparer votre entretien. Donc l'entretien annuel, c'est pour tout le monde. Ça se fait par le manager, l'entretien professionnel se fait souvent par le RH ou le manager. Dans tous les cas, tous les collaborateurs sont concernés dès le premier collaborateur dans l'entreprise. L'entretien annuel,
Et comme le disaient pas mal de participants, il est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Il permet de cadrer la performance de son salarié et puis de lui donner ses objectifs pour qu'il s'aide à se projeter, pour que ça l'aide à se projeter. L'entretien professionnel, il est obligatoire depuis 2014 maintenant. Ça commence à faire quelques années. Il est obligatoire tous les 2 ans, même s'il y a plusieurs conventions collectives qui l'amènent de manière annuelle. Donc vérifiez votre convention collective pour être sûr que vous êtes bien dans les clous à ce niveau-là. Les enjeux sont quasiment les mêmes. On va faire un échange entre collaborateurs et managers. C'est un temps privilégié. Le plus important, c'est que ça se prépare. On a une grille ou une trame en amont qui va être préparée et par le manager et par le collaborateur pour amener une certaine réflexion et ne pas débarquer là en se disant bon bah qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, je sais pas trop, est-ce que je veux rester dans l'entreprise ou pas, j'en sais rien. Dans les 2 cas, ça se prépare, on mûrit le sujet. Et quel sujet on va aller voir tout de suite. Pour l'entretien annuel d'évaluation, les sujets sont assez clairs. On est sur une vision opérationnelle. On parle performance. On fait un point sur toutes les tâches qui sont réalisées par le salarié. Est-ce qu'il se sent bien à son poste? Est-ce que vous, en tant que manager, vous avez aussi une bonne appréciation de son travail? On va vraiment regarder les objectifs qui ont été fixés sur l'année N-1 et fixer ceux de l'année d'après. On évalue les compétences et la performance. L'objectif, c'est qu'il reste motivé et surtout que vous ayez le bon élément au bon endroit. Concernant l'entretien professionnel, on va aborder bien sûr le parcours, la carrière, que ce soit la carrière passée, mais surtout les envies et les attentes du collaborateur. L'idéal, quand on est manager ou dirigeant, c'est de se dire, moi j'ai un projet aussi pour mon salarié, commencer à en parler, commencer à réfléchir à la formation qu'on va pouvoir lui donner pour qu'il évolue dans la stratégie globale que moi j'ai en tant que dirigeant. Pour ceci, on va aller chercher différentes choses, les actions de développement du salarié, ses envies, ses motivations, essayer de comprendre ce qui va le motiver quotidiennement. Et puis, on va pouvoir lui présenter les différents dispositifs de la formation professionnelle. Le CPF, la VAE, le conseiller en évolution professionnelle, tout un ensemble de dispositifs qui sont mis à la disposition du dirigeant pour aider ses collaborateurs à être employables sur le marché du travail. L'important de cet entretien aussi, c'est évaluer le climat social. Est-ce que le collaborateur se sent bien? Est-ce qu'il a envie de perdurer dans l'entreprise? Est-ce que nous aussi, on a envie de le porter pour qu'il évolue sur différents postes? Donc, vous voyez, on a 2 entretiens qui souvent s'entremêlent. L'important, si on fait les 2 en même temps, c'est de bien différencier ces 2 temps avec soit 2 trames, soit une demi-heure, même si en général on dit on est plutôt sur 1 heure quand on a bien préparé son entretien. 1 heure pour chaque entretien, on peut réduire à 3/4 d'heure. Pour clarifier vraiment de manière générale, on a une vision opérationnelle pour l'entretien annuel et une vision à long terme et d'évolution pour l'entretien professionnel. Les 2 sont fortement conseillés, il est obligatoire pour l'entretien professionnel. Si vous voulez garder la motivation de vos salariés, si vous-même vous voulez rester motivé et voir une perspective d'évolution dans votre entreprise, préparez ces entretiens et allez chercher les informations auprès de vos managers et de vos dirigeants. Je vais y arriver. Pour la partie opérationnelle et l'entretien annuel, on va vraiment réfléchir à établir la fiche de poste et l'évolution des tâches du salarié. Pour la partie entretien professionnel, on va aller sur le plan de formation, les souhaits d'évolution et la fidélisation. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Ça marche plus. Voilà. Si vous avez des questions rapides, je vous propose d'y répondre. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le... J'ai pas la vision. Hop. Non, il n'y en a pas eu. Bon, n'hésitez pas en tout cas, on pourra même y revenir à la fin si jamais il reste un petit peu de temps avec Nathalie. Hop. Et pour la conclusion, pour bien se souvenir de tout ça, un entretien professionnel bien mené, c'est une carrière qui avance. Un entretien annuel bien mené, c'est une performance optimisée. Donc, préparez bien tout ça et je vous dis à bientôt. Nathalie, je te laisse la main. Et puis alors, avec la phrase de conclusion, franchement, de l'autre côté, bon, allez. Oh là là, je fais pas rêver. Je reviens, hein, tant pis, hein, on se repart sur la paye, mais c'est vrai que c'est quand même plus fun. Il y a des sujets plus fun, hein, finalement. Ça existe. Wow. Merci. Merci à toi. Sylvie.
Sylvie, tu as quelque chose à ajouter? Non? Je n'ai rien à Sorry. rajouter, Nathalie. La parole t'est redonnée, donc c'est à toi. Bon, alors voilà, ben merci à Audrey, merci à Maya. Euh, on va continuer, nous, sur un peu d'actualité. J'avais oublié de vous dire qu'on revenait après. Mais sur la maladie, alors la maladie, il y a eu deux choses. En septembre 2024, déjà, une tolérance qui a cessé progressivement au sein de toutes les CPAM de France. La tolérance week-end. Alors, c'est quoi? C'est un salarié qui est en arrêt et qui est prolongé. Alors, vous allez voir pourquoi il écrit week-end là-haut, hein, parce que pour l'instant, il peut tout à fait être prolongé un mercredi, hein, il a le droit. Déjà, pour la Cour de cassation, juste pour info, hein, pour la Cour de cassation, la prolongation d'un arrêt devrait être prescrite avant la fin de l'arrêt initial. Ouais, c'est-à-dire que je suis arrêtée, je devrais aller le dernier jour de l'arrêt de travail chez mon médecin et me faire prolonger. Bon, allez, je sais. Ce qui se passe, c'est que vous êtes arrêté jusqu'au vendredi soir, souvent, et vous allez chez le médecin le lundi parce que réellement, ça va pas mieux. Bon, alors effectivement, le médecin vous prolonge. Et jusqu'à maintenant, la sécurité sociale vous indemnisait comme un même arrêt, y compris le samedi et le dimanche qui n'étaient pas couverts par l'arrêt de travail. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle en fait. Lorsque vous aviez des arrêts, notamment pour les week-ends en fait, hein, ou les jours fériés, etc., qui n'étaient pas couverts, qui ne couvraient pas la totalité de l'arrêt, même s'il y avait entre la date de fin de l'arrêt initial et la prolongation 1 ou 2 jours, notamment lorsqu'il s'agissait de week-end, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, il y avait une tolérance de la Sécu qui indemnisait. Terminé. C'est pas une nouvelle loi, hein, c'est un usage de la Sécu qui considérait qu'il s'agissait d'une tolérance et qu'elle ne tolère plus. Donc les sécurités sociales n'indemnisent plus les jours couverts, enfin non couverts, pardon, par les arrêts lorsqu'il y a une prolongation. Et donc, pour faire simple, il y a une espèce de petit calcul savant, là, qui n'est pas tellement savant, que ce soit le week-end ou la semaine. Lorsque l'interruption est de moins de 48 heures, elle n'indemnisera pas la Sécu, mais il n'y aura pas de nouvelle carence. Oui, parce que vous savez que quand c'est un nouvel arrêt, en plus, on se prend 3 jours dans la vue. Non, là, c'est pas un nouvel arrêt, c'est le même arrêt, mais sans indemnisation de la Sécu sur, par exemple, la journée non couverte par l'arrêt. Hein, je vais chez mon médecin, il m'arrête jusqu'au mercredi. Oh, franchement, le jeudi, ça va pas mieux. Bon, je rame. Et je vais chez mon médecin le vendredi. Le jeudi n'est pas couvert par l'arrêt. Je suis prolongée le vendredi. Le jeudi ne sera pas indemnisé par la Sécu, même si la Sécu va reprendre l'indemnisation au vendredi. J'ai fait exprès de ne pas prendre un week-end pour que vous compreniez que c'est pas juste sur les week-ends que ça fonctionnait. Pour les week-ends, d'ailleurs, il y a une tolérance qui est un peu plus longue. C'est un arrêt, une durée d'interruption inférieure à 72 heures. Moins de 3 jours. Donc, s'il y a un week-end ou un jour férié, pareil, même combat, même arrêt, mais les jours non couverts par l'arrêt ne sont pas indemnisés. Par contre, il n'y a pas de nouvelle carence. Et en revanche, si c'est ni un week-end ou bien plus de 72 heures, donc si c'est plus de 72 heures, pardon, plus de 48 heures et que c'est pas un week-end, ou que c'est plus de 72 heures avec un week-end, vous voyez ce que je veux dire, vous allez non seulement ne pas être indemnisé pour les jours non couverts par l'arrêt, mais en plus, la Sécu va redéclencher une nouvelle carence, c'est-à-dire qu'elle va considérer qu'il s'agit d'un nouvel arrêt et pas d'une prolongation. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi on nous parle de ça? C'est parce que, vous comprenez bien que le salarié en arrêt maladie, il a souvent un complément de salaire. Et le complément de salaire, vous imaginez bien que j'ai déjà eu à peu près 200 fois la question, est-ce que moi, quand la Sécu ne paye pas, je dois payer? Alors déjà, ça dépend de quoi on parle, hein. Si on parle du week-end, 9 fois sur 10, vous n'avez même pas enlevé le salaire. Parce que vous enlevez les absences selon la méthode des heures réelles ou des jours ouvrés, ce qui fait que si vos salariés ne travaillent jamais le week-end, par définition, vous ne leur avez pas enlevé du salaire. Ce qui revient à ne pas avoir à leur maintenir. Hein, j'enlève, je rends. Si vous avez déjà pas enlevé, vous n'allez pas rendre un euro constant, vous n'allez pas donner quelque chose aux salariés sur le week-end. Donc la question, quelque part, quand vous êtes un jour ouvré, oui, la présentation, vous l'aurez. Je vois Éloi qui pose la question. Par mail, je ne sais pas, mais vous l'aurez en tout cas sur YouTube. Pardon, petite parenthèse, hein, parce qu'en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir les chats. Bon, allez, je vais fermer les yeux. Donc, lorsque vous avez un salarié à qui vous enlevez des heures ou des jours en ouvré, enfin, en tout cas, voilà. C'est pas parce que la Sécu n'a pas indemnisé le week-end qu'il va y avoir une grosse conséquence dans votre maintien de salaire. Si
Par contre, il va y avoir une conséquence parce que, en effet, jusqu'à présent, vous mainteniez le salaire sous déduction des IJ de la Sécu et le montant des IJ que la Sécurité sociale payait pour les samedis et les dimanches venait en diminution du montant que vous aviez à verser au titre d'un complément de salaire qui pouvait même ne pas prendre en compte le samedi et le dimanche, mais c'était un package. Exemple, j'enlève 2 semaines d'absence, j'enlève du lundi au vendredi et du lundi au vendredi sur la deuxième semaine. Ok, j'enlève donc 10 jours d'absence ouvrés. Je rends, supposons que je suis à 100% dès le premier jour, hein, je rends 10 jours ouvrés de salaire, là le week-end je n'ai pas payé. Mais par contre, je rends 10 jours ouvrés de salaire sous déduction de 11 jours d'IJ. Oui, parce que si le salarié est absent 2 semaines, bon, on va dire 14 jours calendaires, hein, soyons fous, les 3 jours de carence de la Sécu n'étant pas indemnisés pour les 3 premiers, mais en revanche, les week-ends sont indemnisés. Là, non, terminé. La fête est finie. Bon. Alors, bien sûr, si vous avez un maintien de salaire qui couvre aussi, qui est en calendaire, par exemple, et qui, au sens propre, paye le salaire le week-end, la question, là, se pose. Là, la question se pose de est-ce que les jours qui ne sont pas payés par la Sécu, le samedi et le dimanche, que moi j'indemnise, est-ce que je dois toujours les indemniser au titre du maintien en calendaire parce qu'il n'y a pas d'IJ? Autrement dit, la phrase « pas d'IJ, pas de maintien », j'en ai un peu marre de l'entendre. Ça n'est pas, c'est comme, je sais pas, c'est une légende urbaine. Non, pas d'IJ, pas de maintien, c'est la Cour de cassation, bien souvent, nous dit « mais pas du tout ». Alors, regardez vos conventions collectives, ça évidemment c'est le truc classique qu'on vous dit quand on ne veut pas vous répondre, mais franchement c'est dans les conventions collectives que vous allez trouver la réponse de est-ce que réellement quand il n'y a pas d'IJ, je peux ne pas faire le maintien de salaire. Parce que pour les juges, la seule absence d'indemnisation par la Sécu, c'est-à-dire le seul fait que la Sécu ne verse pas d'IJ, ne permet pas à l'employeur de ne pas payer le complément de salaire. Pour exemple, les 3 jours de carence. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de « Oh tiens, il n'y a pas de paiement par la Sécu les 3 premiers jours, mais moi je ne maintiens pas ». Ben non. Si vous avez un maintien au premier jour, il n'y a pas de paiement. Hein, ouais. Et effectivement, c'est un peu la même logique. Donc, attention, il y a des conventions collectives, effectivement, qui, compte tenu de la forme du texte relatif au complément employeur, conditionne le maintien de salaire, ou le complément employeur en tout cas, au versement réel d'IJ. Mais bien souvent, pour la Cour de cassation, le sous-déduction des IJ, ça veut dire sous condition que le salarié soit éligible aux IJ, et pas sous condition de versement réel des IJ, de perception des sommes en euros. Voilà. Donc attention à ça aussi, hein, parce que alors, bon. Ça, c'était le premier point qui n'a rien à voir avec aucun texte nouveau à l'horizon. En revanche, ici, concernant les indemnités journalières et le calcul des indemnités journalières, là oui, on est sur une nouveauté qui découle du Code de la Sécurité sociale et qui maintenant, alors le salaire journalier de référence, vous savez, quand vous avez un salarié malade, on prend les salaires bruts des 3 derniers mois civils précédant l'arrêt, on divise par 91,25 et on indemnise à 50%. Qu'est-ce qu'un salaire brut? Le salaire brut avec les primes et tout. Bon, voire même un salaire rétabli et tout. Bon, pourquoi pas. Le salaire brut, jusqu'à présent, c'était, par contre, le brut, mais dans la limite de 1,8 fois le SMIC. Alors, aujourd'hui, alors là, il n'y a plus d'histoire de SMIC 2023-24. Hein. C'est le SMIC en vigueur à la date, au dernier jour du mois qui précède l'arrêt. Ça, c'est simple. Hein. Le salarié tombe malade aujourd'hui, ça sera le SMIC au 28 février. Bon. Donc, 1,8 fois le SMIC, très bien. Ça, c'était avant. Enfin, en tout cas, c'est encore aujourd'hui. En tout cas, jusqu'au 31. À partir pour les arrêts prescrits à compter du 1er avril, le seuil, ou le plafond plus exactement, le SMIC, ça sera 1,4 fois le SMIC. Donc, votre salarié a un salaire de 3 000 euros. Ben, je crois que j'ai mis l'exemple. Hein. Voilà. Il a un salaire de 3 000 euros. Vous faites un maintien à 100%, bon, bref, ça fiche. Combien la Sécurité sociale va indemniser? Jusqu'à présent, elle prenait le salaire 3 000 x 3 divisé par 91,25. Aujourd'hui, elle prendra 2 522,52 fois 3 divisé par 91,25. Le montant des IJ qui était jusqu'à présent de 3 000 euros fois 3, alors attendez, pardon, j'ai écrit une bêtise, je crois. Non, pas écrit une bêtise. Non, je refais le calcul. Oula, attention, je me demande si j'ai pas fait une bêtise. 3 000 fois 3 divisé par 91,25 fois 50%.
Oui, j'ai fait une bêtise là. Là. En fait, pour ce salarié-là, ça c'est si le salarié avait vraiment dépassé 3243, mais il est qu'à 3000. Donc lui, il aurait une IJ, pardon, excusez-moi, je le corrigerai. Il avait une IJ de 49,32 € avant. 3000 euros, qui était son salaire et qui pour le coup était en dessous du plafond de 1,8 fois le SMIC. Fois 3 mois. 3000 euros fois 3 mois. Donc on ne dépassait pas le plafond, donc on était en dessous. On avait une IJ de 49,32 €. L'employeur aurait eu ici 49,31 € d'IJ, le salarié aussi d'ailleurs, pendant les 11 jours, c'est-à-dire 14 jours calendaires moins 3. Le complément de salaire, c'est le montant du salaire sous déduction des IJ. Aujourd'hui, alors là par contre c'est juste, hein. Vu que votre salarié à 3000 € dépasse le plafond de 2522,52 €, eh bien, le montant de l'IJ qui va être pris en compte, c'est le montant de l'IJ maximale qui va entrer en vigueur au 1er avril 2025, c'est-à-dire 41,47 €. Ce qui veut dire que le complément de salaire que vous allez devoir verser pour arriver à 100%, ben, ça sera plus élevé. Vous allez avoir, vous, à verser un complément de salaire. Là. Alors, toute chose égale par ailleurs, et pardonnez mon erreur ici, les IJ nettes que le salarié aura, le montant est correct. Par contre, la perte pour l'assuré à l'absence de complément est forcément faux ici, puisque j'ai fait une erreur déjà dans le calcul. Le calcul est correct, supposons, si vous avez un salarié qui était à 3003, voilà, ici vous aviez un montant d'IJ qui était... voilà. Bon, pardon, hein, je m'en aperçois en vous le démontrant. J'ai pris ce chiffre qui est le plafond des IJ jusqu'au 31 mars 2025. Et j'ai pris ce chiffre qui est le montant des IJ plafonnés à compter du 1er avril 2025. Or, pour ce salarié-là, typiquement, on était sur un montant d'IJ qui ne dépassait pas jusqu'à présent le plafond et qui désormais va le dépasser. Voilà, donc effectivement, mon erreur vient d'ici. Donc vous aurez compris effectivement que en gros, je vous la fais simple si vous voulez être efficace. Vous regardez les salaires médians. Si vous avez des salaires de vos salariés compris entre 2500 et 3002, vous vous demandez si dans cette catégorie de salariés-là, vous avez un taux d'absentéisme élevé. Si c'est le cas, vous évaluez pour l'année 2025 le montant par rapport au salaire en question et du taux d'absentéisme, le montant des IJ que vous n'aurez plus, la valeur d'IJ que vous perdrez, si j'ose dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi, de manière à budgétiser le surcoût lié au complément de salaire. Voilà, si vous avez des salariés dont le salaire est en dessous de 2500, aucun impact. Au-dessus de 3200, il y a un impact. Il y a un impact. Pourquoi? Parce que pour la partie de salaire entre 2005 et 3002, jusqu'à maintenant, vous aviez une prise en charge par la Sécu que vous n'aurez plus. Mais pour la partie de salaire au-delà de 3243, aucun impact non plus. Hein. Voilà. Alors, oui, tiens, les avantages, je saute du coq à l'âne, hein. Les avantages nature véhicule. Ça ne vous a pas échappé, au 1er avril, attendez, je m'en mêle les pinceaux dans les dates, hein. Au 1er février, on finit par s'en mêler les pinceaux dans les dates, hein. Au 1er février, est entré en vigueur un nouveau barème qui n'avait pas été révisé depuis un moment, 20 ans. Voilà, cette année, on nous l'a fait la totale. Donc, un nouveau barème à compter du 1er février pour l'évaluation des véhicules mis à disposition à compter de cette date-là. Donc, on va revenir sur cette notion-là. Hop, je vais revenir sur ça. Voilà, ce nouveau barème-là que vous avez dû voir. Le salarié a un véhicule. Un avantage nature parce qu'il a le droit de l'utiliser le week-end et pendant ses vacances. L'évaluation était de 9% si c'était un véhicule acheté, 9% du prix d'achat, et ça vous le divisiez par 12 mois pour le passer sur chaque bulletin. Vous prenez le même véhicule. Aujourd'hui, vous appliquez 15% du prix d'achat et vous le divisez par 12 pour le passer sur chaque bulletin. Exemple. Vous avez un salarié ici qui a un véhicule qui vous avait acheté 27 000 € il y a 3 ans, donc il y a moins de 5 ans. Vous faites 27 000 € fois 9%. Et vous appliquez chaque mois l'avantage nature qui est égal à 1/12 de ce résultat. Pour ce salarié, si le véhicule il l'avait déjà l'année dernière et qu'il le conserve, ça sera le même montant d'avantage nature. En revanche,
imaginons ce salarié s'en va, là, il quitte l'entreprise. Il est remplacé par un nouveau salarié à qui vous donnez le véhicule. Le véhicule appartient à l'entreprise, jusqu'à preuve du contraire. Bon. Compte tenu du fait que le nouveau barème est entré en vigueur et qu'il s'applique lors de la mise à disposition du véhicule au salarié, alors le nouveau salarié aura le nouveau barème qui va s'appliquer au véhicule que vous aviez déjà et pour lequel vous appliquiez un avantage en nature de 202 € dans mon exemple, qui passe à 337. C'est ça que vous explique la diapo d'avant. Hein. Le salariat, le salarié B, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui nous a éclairé. J'ai rien inventé. Hein. Donc, attention à 2 trucs. Le salaire net du salarié, ça va baisser. L'avantage en nature en haut augmente, on prend des cotisations dessus, mais la reprise d'avantage en nature en bas augmente aussi. Donc le salaire net va mécaniquement diminuer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vu que vous cotisez sur plus cher, le total des cotisations patronales va nécessairement augmenter aussi. Attention surtout aussi à l'impact sur la diminution de la réduction générale de cotisation. Si vos salariés qui ont des avantages en nature, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais si vos salariés qui ont des avantages en nature bénéficient de la réduction générale de cotisation, en tout cas vous, attention, vous allez non seulement payer des cotisations sur le différentiel ici, sur 130 € quoi en gros, mais vous allez aussi perdre de la réduction générale de cotisation du fait de l'augmentation du salaire brut de référence, sans augmenter le salarié. Hein. Voilà. J'ai que des super bonnes nouvelles moi aujourd'hui quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Bon. Donc, voilà. Alors, on va pas faire le détail de tous les machins, de tous les trucs, hein, parce que tout a augmenté de toute façon. Ok. Pour les véhicules en location, on utilisait souvent ce taux-là de 30 et passe à 50% du coût de la location. Ok. Pour la location, justement, une remarque, qu'on remarque jamais d'ailleurs, c'est le cas de le dire, a été maintenue la tolérance sur le plafonnement, qu'on ne capte pas, hein, des fois on n'y fait pas gaffe. Mais lorsque le calcul que vous faites en cas de location dépasse le montant du calcul qui aurait été fait en cas de véhicule acheté, vous avez un plafonnement de la valeur de l'avantage en nature. Oui, mais ça c'est en termes d'optimisation, on va dire, bon, c'est plutôt bien. Donc ça a été maintenu, cette tolérance de plafonnement en cas de location, la valeur d'avantage en nature, donc plafonner à la valeur du véhicule acheté. Bon, c'est pas nouveau ça, hein, c'est juste qu'il y a eu un maintien de la tolérance. Hein, voilà. Pour les véhicules électriques, alors branchez tous, hein, branchez tout. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça. C'est que pour les véhicules électriques, vous savez, il y avait un abattement de 50%. Je reviens en arrière, pardon, je fais le vertige. Là, imaginons vous arrivez à un avantage en nature de 202 €, je sais n'importe quoi. Il y avait un abattement de 50%. Donc l'avantage en nature était de moitié jusqu'à présent. Et on a vu le texte, on nous dit, maintenant vous avez un abattement de 70. On s'est dit, chouette, ça sera mieux. Donc c'est pareil, hein. C'est pareil que vous appliquiez 50% sur un taux à 9 ou 70% sur un taux à 13, ça fait toujours 4,5% d'avantage en nature pour le véhicule électrique. Hein. Donc, il n'y a pas eu une incitation au véhicule électrique en tant que tel. C'est simplement qu'il y a eu le maintien de l'avantage sur les véhicules électriques au même niveau. Mais comme les niveaux de taux appliqués aux thermiques ont augmenté, il a bien fallu augmenter le taux d'abattement applicable aux électriques si on veut que ça suive la musique. Sinon, l'électrique aurait augmenté aussi. Donc, concernant l'électrique, je ne vais pas y passer des heures carrées non plus. Quand vous mettez une borne, j'ai souvent la question, c'est pour ça que j'en parle. Quand vous mettez une borne sur le lieu de travail, il n'y a pas d'avantage en nature, il n'y en a toujours pas. Il y a toujours la tolérance, elle a été prolongée. Si le salarié branche sa bagnole à lui, on n'est plus sur un avantage en nature, on n'est plus sur la voiture de l'entreprise. Le salarié arrive à sa voiture, il la branche sur une borne qui est sur le parking de l'entreprise, c'est vous qui payez l'électricité, il n'y a pas d'avantage en nature. C'est toujours une tolérance, là, elle a été prolongée pendant 2 ans. Pardon, quand vous mettez une borne, par exemple au domicile du salarié, je vous laisse le soin de regarder le tableau que j'ai fait, mais que vous retrouvez aussi sur certains ouvrages à peu près dans le même genre. En gros, ça dépend s'il repart avec sa borne à la fin, s'il revient avec sa borne sous le bras, alors est-ce qu'il vient chercher solde de tout compte ou pas. Bon, je passe parce que franchement, on va pas y passer des heures sur ça. Sachez quand même que effectivement, hein, le véhicule électrique en matière d'avantage en nature est plus intéressant, bien sûr, et que les bornes de recharge électrique pour les salariés sur les parkings d'entreprise, c'est non seulement apprécié, mais en plus, c'est pas des avantages en nature. Et enfin, alors là, c'est juste, j'ai fait ce tableau qui récapitule le régime social et fiscal des frais. Vous savez, le salarié vient en métro.
vous devez lui rembourser 50% du prix de l'abonnement. C'est une obligation, mais c'est un minimum. Vous pouvez rembourser plus. Et là, on voit écrit partout que vous pouvez rembourser jusqu'à 75% en exonération. Juste, j'en profite pour arrêter de croire que au niveau des cotisations, ce n'est exonéré que jusqu'à 75%. Pas du tout. C'est la loi de finances qui a prolongé la tolérance fiscale d'exonération jusqu'à 75% du prix de l'abonnement. Mais au niveau social, on est toujours par tolérance de la sécurité sociale à une exonération de cotisation sur le remboursement du transport domicile-travail sous forme d'abonnement jusqu'à 100%. Donc, j'ai essayé de le simplifier ici, en gros. Donc, l'obligation légale, c'est 50%. Prolongation pour 2025 des exonérations de 50 à 75, là, c'est peinard. Pas d'impôt, pas de cotise pour le salarié ni pour vous. Au-delà de 75, au niveau fiscal, ça devient imposable parce que la dérogation, si vous voulez, la tolérance n'est applicable que jusqu'à 75% au niveau fiscal. En français, ça veut dire que si vous remboursez 75% du prix de l'abonnement sur les 25% qui dépassent, le salarié va avoir ce montant-là dans son net imposable. Par contre, si vous remboursez 100%, oui, pardon, excusez-moi. Si vous remboursez 50%, pas d'impôt, si vous remboursez 75%, il aurait dû avoir le dépassement dans son net imposable au-delà de 50%, mais il y a une tolérance qui fait que jusqu'à 75%, ça ne rentre pas dans son impôt, et ça ne rentrera dans son impôt sur le dépassement entre 75 et 100% du prix de l'abonnement. La loi de finances ne va pas venir régir le code de la Sécu. On n'en est pas encore là. Au niveau de la sécurité sociale, l'obligation est de 50. Évidemment, il y a un alignement par rapport aux règles fiscales, parce que le bulletin officiel a dit, ouais, c'est chouette, au niveau fiscal, c'est OK, ben nous aussi. Donc, il n'y a pas de cotise jusqu'à 75%. Et au-delà, ça reste exonéré par tolérance. Alors, il ne faut pas que le mec, il habite à 250 bornes pour le plaisir, parce qu'il trouve que quand même la campagne est plus jolie. Effectivement, il y a des histoires de conditions un peu strictes pour lesquelles il ne faut pas que l'éloignement du domicile soit pour le plaisir personnel du salarié, mais par contrainte. OK, mais c'est exonéré au niveau social. Donc, je m'énerve un peu, mais parce qu'on voit un peu de tout écrit. Donc non, vous ne paierez pas de cotisation quand vous remboursez l'abonnement au transport en commun de vos salariés qui regagnent le travail ou qui repartent chez eux tous les soirs et qui habitent à 10 km ou 20 ou 30, j'en sais rien, qui font leur trajet habituel et qui ne sont pas considérablement éloignés pour convenance personnelle du lieu de travail. Voilà. C'était mon coup de gueule. Mais pardon, mais si vous voyez tout ce qu'on voit passer, je m'agace. Je m'agace. Je devrais pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit schéma. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'étais très tableau. Voilà, c'est comme ça. Et enfin, bon, je passe ultra vite parce qu'évidemment, on est à l'arrache comme d'hab. Je vous ai remis 2 jurisprudences, mais on n'a pas le temps vraiment. Mais pour ceux qui écoutent les potins, franchement, j'en ai parlé. Quand vous calculez une indemnité de licenciement, la question c'est quels sont les salaires que je prends en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement. La Cour de cassation s'est encore prononcée en janvier. Ici, on avait un directeur général adjoint d'une assoce qui avait une prime parce qu'il avait remplacé le directeur général. Il a eu une prime qui s'appelait prime d'intérim. Bon, c'est un peu pourri comme nom, pardon, mais bon, bref. Cette prime étant exceptionnelle, et puis on l'avait filée sans aucun calcul, on n'avait pas dit oui, est-ce calcul comme ci, comme ça, il correspond à tant d'heures, etc. C'était un peu une façon discrétionnaire de donner, de récompenser le salarié dans ses prises de fonction de direction. La Cour d'appel a dit oui, elle doit être incluse dans les salaires que tu dois prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement. Bon, la Cour de cassation a dit ben, pas du tout. En fait, l'élément ici n'est pas un élément ni contractuel, ni conventionnel, c'est pas un élément constant, et en plus, ça a été fixé, le montant a été fixé au pif. Enfin, au pif, oui, au pif, hein, il n'y a pas de règle qui fixe le montant. Dans ce cadre-là, lorsque l'élément n'est pas constant, n'est pas contractuel, etc., il y a des situations dans lesquelles vous pouvez exclure du calcul des salaires à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Je vous le dis, c'est sur un potin, je ne me rappelle plus, mais si la cassation date du 15 janvier, le potin ne doit pas traîner. Hein, derrière, en principe, j'essaie de faire les commentaires assez rapprochés. Mais bon. Deuxièmement,
Ici, pareil, potin, 2 salariés qui disent, mais qu'est-ce qu'on a bossé? Et qu'est-ce qu'on nous a pas payé les heures qu'on a fait? Ah oui, bah alors, du coup, c'était en colère. Premier, c'est un éducateur qui dit, j'ai travaillé 60 heures par semaine, c'est de l'esclavage. Bon, alors, il demande, en tout cas, le paiement de 25 heures sup par semaine, et il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le deuxième, c'est un salarié dans un restaurant. Et il dit, moi, je travaille 7 jours sur 7 aux heures d'ouverture du restaurant. J'arrive, j'ouvre, je pars, je ferme. En gros, hein. Bon, alors les clients disent, oui, oui, mais on l'a vu. Alors certains disent, on l'a vu le midi, d'autres on l'a vu le soir. En plus, c'est super sympa, tout ça. Bon. L'employeur, il demande des attestations à des collègues qui disent, oui, nous, on l'a vu, mais enfin, 4 heures par jour sur un des 2 services. Oui, alors bon, donc du coup, c'est tout discordant. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 points communs, c'est que les 2 salariés disent, on a fait vachement d'heures. Un, des heures sup, l'autre des heures complémentaires parce qu'il est à temps partiel. La Cour de cassation, donc la Cour d'appel a dit aux salariés, mais vous prouvez rien du tout, c'est pas parce que vous dites que vous avez fait des heures qu'on va vous les payer. Bon. Pour la Cour de cassation, les salariés ont apporté suffisamment d'éléments pour permettre à l'employeur de dire je te les dois pas. Parce que je peux prouver que je te les dois pas. En fait, l'employeur, il n'a pas pu fournir des documents fiables. La morale de l'histoire, c'est que il faut que vous préserviez des éléments de preuve pour la durée du travail. Et alors, surtout si vous payez des heures sup. Hein. Parce que si vous payez des heures sup, l'URSSAF, elle, si vous ne les avez pas, les éléments de contrôle, elle va vous les demander. Parce que si vous n'avez pas de documents qui prouvent que la durée du travail a pu être contrôlée et que vous payez des heures supplémentaires, l'URSSAF est fondée à vous dire mais comment ces heures supplémentaires sont-elles justifiées? Est-ce qu'elles sont réellement effectuées? Voilà, donc, puisqu'elles sont exonérées, hein, voilà l'histoire de pourquoi l'URSSAF s'en mêle. Donc, attention aux éléments de preuve, on se fait toujours retoquer par la Cour de cassation sur ça. Ça me permet d'en remettre une petite couche, pardonnez-moi. Voilà, et donc tout ça, effectivement, on l'avait déjà vu dans les potins. Voilà, je suis en retard, comme d'habitude. Sylvie. Eh ben bravo à tous et puis bravo à Nathalie aussi, hein. Bravo à Audrey, Maya, merci à vous. Et on va vous inviter aussi à nous retrouver tous les 15 jours Nathalie avec les potins de la paye et à nous suivre sur les réseaux, sur les plateformes, hein, sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple, enfin j'en oublie. Et on va vous dire à bientôt en espérant que voilà, cette Webactu vous a plu aussi. Vous étiez très nombreux comme d'habitude. Merci à Nathalie et Bien. à bien vite. Merci à tous. Bon appétit. Non, pas encore. Bon apéro. Pas encore. Et là, non, les gars. Merci. Merci à vous. Merci pour l'écoute et l'invitation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.